je pense qu'on va continuer rapidement avec Madame Vessette de l'OCDE. L'OCDE qui, pour rappel, est l'Organisation de coopération et de développement, qui est destinée à nous donner des informations à tous les États membres, je dirais, de l'OCDE, des informations qui leur permettent d'améliorer notre situation socio-économique et notre bien-être. Et donc, l'OCDE a fait une étude que vous connaissez tous, le PISA, sur la qualité de notre enseignement, surtout au niveau des élèves de 15 ans. Et Madame Vessette va nous donner les derniers résultats et peut-être également les dernières recommandations de l'OCDE pour améliorer notre enseignement. Donc, après le côté un petit peu tristounet du début, on va partir maintenant vers peut-être des solutions pour que nos enfants soient mieux à l'école. Donc, bonjour tout le monde, je suis Madame Sophie Vessette, je travaille à l'OCDE dans la direction de l'éducation sur le programme PISA. Et donc, normalement, j'ai une jolie présentation PowerPoint à vous montrer pour pouvoir faire ma présentation. Mais bon, je vais commencer en tout cas à vous expliquer l'OCDE. Donc, l'OCDE a pour mission, en fait, de promouvoir les politiques qui vont améliorer le bien-être économique et social partout dans le monde. Donc, l'éducation est une des directions de l'OCDE où on applique justement cette politique-là. Donc, la direction de l'éducation, elle s'est fixé plusieurs objectifs. Mais donc, l'éducation étant indispensable pour gagner sa vie, participer de façon active à la vie de nos sociétés modernes et de plus étant la clé de la croissance économique et sociale, la direction se penche donc sur l'éducation. Et à l'OCDE, la direction de l'éducation donc aide les pays, essaye d'aider les pays, donc on est mandaté par les pays, donc on essaie de les aider à promouvoir des possibilités de formation pour tous. Nous sommes en effet dans les premiers à avoir lancé les formations tout au long de la vie et les études internationales sur la formation tout au long de la vie. Donc ces formations doivent être indépendantes de l'âge, du sexe et de l'origine sociale. Donc l'accent est mis sur la reconnaissance des systèmes d'éducation. Donc on fait des études statistiques à l'OCDE. C'est beaucoup de quantitatif, c'est moins du qualitatif. Nous avons aussi malgré tout quelques indices qualitatifs. Mais bon, là, je vais vous présenter quand même des choses assez quantitatives pour vous montrer un peu les difficultés de la Belgique francophone par rapport à la Belgique flamande et par rapport aux pays de l'OCDE. Et donc, on essaye donc de repérer les systèmes d'éducation qui sont efficaces afin d'améliorer justement les résultats de cet apprentissage. Donc voilà, je vous ai présenté déjà la direction de l'éducation. Donc PISA, voilà, je travaille sur le programme PISA, qui est le programme international du suivi des acquis des élèves. Donc qu'est-ce que c'est PISA? Donc c'est une évaluation des élèves, des connaissances et des compétences des élèves à l'âge de 15 ans. Donc il existe d'autres études internationales, telles que TIMSS ou PIRSS, qui vont prendre des élèves à un niveau scolaire qu'on va essayer de trouver équivalent dans tous les pays, et par rapport au programme scolaire qui est enseigné dans ces pays. PISA a décidé, lui, de prendre une démarche différente, c'est-à-dire on regarde à l'âge de 15 ans quel est le niveau des élèves dans les pays. 15 ans, pourquoi 15 ans? Parce que c'est à peu près l'âge de la fin de la scolarité obligatoire dans tous les pays de l'OCDE. Voilà. À partir de 15 ans, il y a certains pays pour lesquels la scolarité n'est plus obligatoire. Et là, on regarde quelles sont leurs compétences, quels sont leurs acquis dans différents domaines, donc dans 3 domaines principaux que sont la compréhension de l'écrit, les mathématiques et les sciences. Donc, en plus de ces connaissances cognitives, donc ils ont des tests sur leurs connaissances, comment ils font pour résoudre des problèmes de la vie de tous les jours en mathématiques, tels acheter un billet d'avion en passant pour aller en Australie, en passant par Singapour, et essayer de calculer le prix. Donc, en plus de ce genre de type d'exercice, ils vont avoir un questionnaire à remplir sur leurs attitudes, leurs préférences. Donc là, on va partir plus sur du qualitatif pour pouvoir essayer un peu d'expliquer les performances de ces élèves par rapport à leur niveau socio-économique, par rapport aux ressources dont ils disposent, par rapport à leur relation avec les professeurs. Enfin, c'est très, très large, PISA. Et il y a aussi un questionnaire qui est délivré auprès des chefs d'établissement qui ont participé à l'enquête PISA.
Et c'est pareil, les chefs d'établissement vont donc répondre à ce questionnaire pour nous donner un peu une idée du niveau d'autonomie des établissements, de leur financement, est-ce qu'ils sont publics, privés, combien d'élèves il y a dans l'établissement, est-ce que c'est en milieu rural ou urbain, bon, plein d'indications comme ça. Donc, l'échantillon minimum pour chaque pays, c'est 150 écoles et 4500 étudiants par pays. Donc, c'est fait tous les 3 ans, c'est une étude qui a lieu tous les 3 ans. Donc la dernière étude a eu lieu en 2009 et nous avons publié nos résultats en 2010, décembre 2010. Et ça a lieu dans plus de 70 pays maintenant. Donc en Belgique francophone, il y a 3109 étudiants qui ont participé donc, à cette étude. Et ça représentait donc une population de à peu près 52 500 étudiants pour la Belgique francophone. En Belgique flamande, il y avait 4 600 étudiants qui ont participé pour une population de 65 800 étudiants environ. Donc, quels sont les objectifs de PISA? C'est mesurer la performance des différents systèmes d'éducation que nous avons, mais pas qu'au niveau de la qualité, c'est-à-dire au niveau de la performance en soi, combien on est classé dans un pays, mais c'est aussi des études par rapport à l'équité, des études par rapport à l'efficacité et l'efficience. Donc pourquoi de telles mesures? Parce que les pays payent pour ça. Il y a des dépenses d'éducation, c'est un des premiers composants des budgets de l'État. La performance des systèmes éducatifs doit être améliorée pour plusieurs raisons, en fait. Parce que, et d'une, il faut satisfaire la demande sociale, il faut limiter les déficits publics en même temps, et il faut améliorer la qualité des services rendus. Donc, dans des démocraties modernes, on doit informer donc, le public sur la qualité des services publics. Et pour cela, donc, on fait donc des études de manière à voir ce qui ne va pas et essayer d'améliorer via d'autres exemples et d'autres pays, qu'est-ce qui peut être implanté, changé, ou qu'est-ce qui doit rester tel qu'il est, ou qu'est-ce qui peut être utilisé dans d'autres pays, justement. Donc, les objectifs de PISA, c'est d'apporter à chaque pays donc, des informations sur les caractéristiques et les performances donc, de son propre système d'éducation et ses évolutions dans le temps, parce que maintenant PISA existe depuis 2000, donc on a un recul d'une dizaine d'années. Voir un peu les caractéristiques et les performances des autres pays, donc on peut se comparer par rapport à ses voisins, à côté des systèmes d'éducation un peu similaires justement, et voir les caractéristiques des systèmes d'éducation qui réussissent, les pays les plus performants, et voir qu'est-ce qu'on peut utiliser de ces systèmes, implantés en France ou pas. Et ça nous permet aussi de suivre en fait les réformes qui ont été mises en œuvre dans d'autres pays. Donc par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais la Pologne a énormément amélioré son système d'éducation. Ce n'est pas dû à PISA. Cette réforme a été faite en 1999, juste avant la première étude PISA. Donc en 2000, la Pologne était encore sur les acquis de son ancien système et montrer des résultats assez faibles. Entre 2000 et 2009, nous avons pu suivre à travers PISA les effets bénéfiques de cette réforme, les performances des élèves qui ont nettement augmenté, le niveau d'équité qui a augmenté, les élèves en difficulté qui ont diminué. Et ça a été donc mesuré via notre étude. Par contre, il y a eu le choc PISA en Allemagne, le PISA choc en Allemagne, suite à l'étude de 2000. Et l'Allemagne, elle aussi, a mis en place pas mal de réformes qui ont permis, justement, en 2009, de constater de sérieuses améliorations. Donc, nous allons passer maintenant aux résultats de PISA 2009 et commencer par la qualité, c'est-à-dire par les performances des pays. Donc, voici la performance des pays en compréhension de l'écrit. Donc la petite barre noire au milieu du rectangle jaune vous indique la performance du pays et la barre jaune vous montre un peu l'effet d'incertitude vu qu'on travaille sur des échantillons. Voilà, ce sont des statistiques, donc il y a toujours un petit effet d'incertitude. Donc comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si je vais arriver à viser, ici vous avez la Belgique flamande, donc, qui se trouve à peu près en 6e position dans le classement des pays de l'OCDE, donc très bien placé. Et vous retrouvez les résultats donc, de la Belgique francophone, avec 490 points ici. Donc légèrement en dessous de la moyenne de l'OCDE, mais on peut dire que statistiquement, c'est au niveau de la moyenne de l'OCDE. Mais avec un écart assez important donc, par rapport à la Belgique flamande. La France étant légèrement au-dessus.
Si on regarde l'évolution, puisque maintenant on a du recul entre 2000 et 2009, donc vous voyez en vert les pays qui ont eu une augmentation donc, positive de leurs résultats de façon significative, et en rouge, les pays qui ont eu une diminution de leurs résultats de façon significative. Donc vous pouvez voir que la Belgique francophone a malgré tout amélioré donc, ses résultats. Ici, ça bouge. Donc ici, vous voyez que la Belgique francophone a amélioré ses résultats de 14 points, alors que la Belgique flamande, elle, a diminué, à ses résultats qui ont diminué de 14 points. Malgré tout, la Belgique flamande reste nettement au-dessus au niveau des résultats et des performances que la Belgique francophone. Si maintenant nous passons aux mathématiques, nous retrouvons un peu la même image, en même encore plus accentuée, c'est-à-dire avec la Belgique flamande ici en 3e position pour les mathématiques, avec un très bon résultat de 537 points, et la Belgique francophone ici, nettement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui se situe ici, avec 488 points. Donc si on regarde maintenant l'évolution des résultats de mathématiques entre 2003 et 2009. 2003, pourquoi? Parce qu'en 2000, le focus était sur la compréhension de l'écrit. 2003, c'était sur les mathématiques. Donc c'est la première année où on a développé aussi bien les mathématiques, donc on compare par rapport à 2003. Donc 2003 par rapport à 2009. Donc on voit là que la Belgique francophone a eu une diminution de ses résultats. Voilà, ici. Donc de ses résultats de 9 points. Alors que la Belgique flamande, elle, a eu une augmentation beaucoup plus importante, une diminution beaucoup plus importante de ses résultats, de 17 points. Pour les sciences, on retrouve toujours à peu près la même figure, avec la Belgique flamande au-dessus, la Belgique francophone en dessous, la moyenne de l'OCDE entre. Ça a très peu changé les résultats entre 2006 et 2009 pour les deux communautés belges. Donc ce n'est pas significatif, comme vous pouvez le voir. Et pour la première fois, en 2009, nous avons fait un test en compréhension de l'écrit numérique, donc en lecture numérique. Et la Belgique a participé, donc c'était une option, donc la Belgique a participé à cette option, et nous retrouvons toujours la même image avec la Belgique flamande avec 521 points et la Belgique francophone avec 490 points. Donc un écart assez important entre les deux communautés. Si maintenant on regarde au niveau de l'équité ce qui se passe. Donc nous avons créé un graphique où sur l'axe horizontal nous mettons le niveau d'équité. Donc plus vous allez sur la gauche et moins il y a d'équité dans le pays concerné. Et sur l'axe vertical, on met le niveau de performance. Donc plus vous allez vers le haut et plus meilleures sont vos performances, plus vous allez vers le bas, moins bonnes elles sont. Donc cela correspond donc à une haute performance, haute équité sociale dans ce cadran. Ici, à de faibles performances et faible équité sociale, là où personne n'a envie de se retrouver situé, contrairement au premier cadran que je vous ai montré. Et là, deux cadrans intermédiaires, où dans celui-ci, vous avez des hautes performances, mais une faible équité sociale. Donc ici, c'est une éducation donc, élitiste. Donc c'est une grande qualité d'éducation, mais réservée à une minorité d'élèves, alors qu'en dessous, donc, ce sont des faibles performances, mais avec une haute équité sociale, donc une éducation de masse, un système équitable, mais de qualité assez moyenne, pour ne pas dire médiocre dans certains pays. Donc si maintenant nous essayons de placer nos pays par rapport à ces axes que je viens de vous montrer, vous avez un premier groupe de pays donc, où le niveau d'équité est assez bas. Et vous voyez donc dans ce groupe de pays la Belgique francophone ici. Là, ce sont les pays pour lesquels on ne peut pas dire que le niveau d'équité est au niveau de la moyenne de l'OCDE, qui est de 38 points. Et ici, ce sont les pays qui ont un niveau d'équité assez important. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, si on regarde, donc, si on essaie d'interpréter ce graphique, cela signifie que la Belgique, l'impact du niveau socio-économique d'un élève sur ses performances,
ici est très élevé. C'est l'impact le plus important parmi tous les pays de l'OCDE qui ont participé, et même les pays non OCDE qui ont été très performants, quoi, et les villes telles que Shanghai ou la communauté de Hong Kong, quoi. Donc on voit vraiment que la Belgique francophone a un système très inéquitable. C'est-à-dire, selon votre niveau socio-économique, vos performances ne seront pas identiques. L'impact d'un changement d'une unité sur notre index de niveau socio-économique des élèves a une répercussion en Belgique, donc francophone, de 54 points. La France, qui elle aussi est un système très inéquitable et que vous pouvez voir juste là, elle a un impact de 51 points. La Nouvelle-Zélande se situe à peu près à 52 points. Donc voilà, la Belgique francophone, quand j'ai détaillé les résultats pour les deux communautés, s'est retrouvée en tête de ce palmarès des pays où l'iniquité est la plus forte. Si on regarde maintenant la variance entre les établissements et à l'intérieur des établissements par rapport aux performances des élèves, qu'est-ce qu'on constate? En moyenne, dans les pays de l'OCDE, nous avons une variance qui est équivalente à 42%. Entre les établissements. On repart. Voilà. La moyenne dans les établissements est de 65%. Alors qu'est-ce que c'est? La moyenne entre les établissements, si on fait la moyenne des élèves dans chaque établissement, on regarde un peu la variation de performance. La moyenne dans les établissements, on regarde les performances des élèves, on regarde à quel niveau ça varie. Donc, les moyennes entre établissements montrent quand même une certaine inéquité entre les établissements par rapport aux résultats de leurs élèves. Donc, selon le type d'établissement dans lequel vous allez mettre votre enfant, les résultats ne seront pas identiques. Comme vous pouvez le voir, en Finlande, quel que soit l'établissement où vous mettez votre enfant, les probabilités de réussite seront les mêmes. Et elles sont très élevées. Si par contre maintenant vous regardez la Belgique francophone, vous allez vous apercevoir que c'est loin d'être le cas. La Belgique flamande est elle aussi pas très bien située, donc elle est par là. Je vise assez mal à partir d'ici, mais bon, voilà. Donc vers la gauche, vous avez les pays montrant donc une certaine inéquité au niveau de leurs établissements, et vers la droite, les pays qui montrent une certaine équité. Donc comme vous avez pu le voir auparavant, on peut, malgré bien qu'ayant une très bonne performance, telle que la Finlande, montrer beaucoup d'équité au niveau des établissements et beaucoup d'équité au niveau des élèves, parce que la Finlande était aussi placée dans le bon cadran vert tout à l'heure. Si on regarde maintenant au niveau de l'immigration, des enfants donc, qui proviennent de l'immigration par rapport aux enfants autochtones, et si on regarde leur performance. Donc, j'ai trié les pays par ordre de performance générale, c'est-à-dire leur performance dans PISA, et j'ai regardé après le niveau de performance des élèves autochtones par rapport à ce que nous avions précédemment, et j'ai positionné dessus donc, les élèves de seconde génération. Ce que nous appelons dans PISA les élèves de seconde génération, ce sont des élèves qui sont nés dans le pays, mais de parents qui sont nés à l'étranger, les deux. Et après, nous avons positionné les élèves de première génération, qui sont les élèves qui sont nés à l'extérieur du pays, de parents aussi nés à l'étranger. Donc en fait, les élèves de seconde génération ont bénéficié depuis leur petite enfance du même système d'éducation que les élèves autochtones. Or, on s'aperçoit que dans tous les pays de l'OCDE, pratiquement, à part de rares exceptions telles que le Canada, nous avons donc de fortes inégalités donc, entre les autochtones et les allochtones. Donc si vous regardez maintenant la Belgique francophone, donc vous apercevez que pour les autochtones, la performance est de 508 points, alors que pour les élèves de seconde génération, elle est de 456 points, donc soit 52 points de moins pour les élèves de seconde génération. Et après, pour les élèves de première génération, elle est de 438 points, soit 70 points en moins. Maintenant, si vous regardez la Belgique flamande, l'écart est encore plus important entre les élèves autochtones et les élèves de seconde génération. Par contre, l'écart se réduit pour les élèves de première génération. Donc il y a moins d'écart. En fait,
Il y a un véritable problème quand même d'intégration en Belgique flamande, parce qu'on s'aperçoit que les élèves de deuxième génération qui pourtant sont nés dans le pays et ont pu bénéficier du système d'éducation depuis le départ se retrouvent avec 70 points d'écart, avec 76 points d'écart plutôt, par rapport aux élèves autochtones. Donc c'est une énorme différence. Voilà pour vous situer les pays. Maintenant, passons à l'efficacité du système. Donc, dans PISA, nous avons créé une échelle de niveau pour pouvoir situer les élèves et pouvoir voir un peu les compétences qu'ils ont ou pas. Donc, cette échelle est composée actuellement de 7 niveaux. En fait, donc, vous avez le niveau 1B et en deçà qui correspond vraiment aux élèves en très très forte difficulté, ainsi que le niveau 1A. Le niveau 2 correspond au niveau de base, c'est-à-dire le niveau à partir duquel on estime que c'est vraiment le minimum requis pour espérer que des élèves vont pouvoir s'intégrer plus tard dans la vie active, pouvoir peut-être continuer un petit peu des études, mais c'est vraiment le minimum. Et après, au-dessus, donc, ce sont les niveaux légèrement supérieurs, les niveaux 5-6 faisant partie de ce qu'on peut appeler l'élite des élèves. Donc, si on regarde l'OCDE, donc on s'aperçoit que sous le niveau 2, donc à partir de là, nous avons 18,8% d'élèves. Si on regarde au niveau de l'élite, en général en moyenne dans l'OCDE, c'est-à-dire les niveaux 5 et 6 ensemble, nous avons 7,6% d'élèves. Si maintenant nous passons à la communauté française, nous apercevons donc que pour la communauté française, sous le niveau 2, nous avons 23,3% d'élèves en grande difficulté. Donc 23,3%, c'est pratiquement un quart des élèves qui sont en grande difficulté en Belgique francophone. Par contre, au niveau des élèves très performants, il y a quand même une élite assez importante puisqu'elle est de 9,6%, donc beaucoup plus importante que la moyenne de l'OCDE. Si nous passons maintenant à la Belgique, à la communauté flamande de Belgique, là, nous n'avons que 13,4% d'élèves en difficulté. J'ai arrondi les chiffres au niveau 1A. Ça ne vous fait pas l'addition complète, hein, c'est pour ça. Donc ça fait 13,4% ici d'élèves en difficulté. Et au niveau des élèves qui font partie de l'élite, il y en a 12,5%. D'où les très bons résultats en performance, une très faible proportion d'élèves en difficulté et une forte proportion d'élèves en réussite, malgré tout en communauté flamande. Donc si on compare par rapport à tous les pays, voilà, vous avez ici le niveau 1A, le niveau 1B, j'ai classé, et en dessous du niveau 1B, le niveau 2, le niveau 3, 4, 5 et 6, avec donc la situation de la Belgique flamande et de la Belgique francophone, que vous pouvez voir, que j'ai surligné. Donc vous pouvez situer par rapport à la moyenne de l'OCDE aussi, et vous apercevez c'est classé par le pourcentage d'élèves en grande difficulté, un pourcentage croissant. Donc maintenant, si nous regardons les élèves en grande difficulté, c'est-à-dire le pourcentage des élèves qui sont sous le niveau 2, donc nous allons regarder par rapport à 2000 et 2009 comment cette situation a évolué dans les différents pays pour lesquels nous avons des données, et notamment donc pour les deux communautés de Belgique, la communauté de Belgique flamande et francophone. On s'aperçoit dans la communauté francophone, le nombre d'élèves en difficulté en 2009 a malgré tout diminué. Vous le voyez ici, c'est une diminution, il y a un 0 là pour indiquer que c'est non significatif statistiquement, mais malgré tout, il y a quand même une diminution, un petit peu d'espoir. Il y a eu 4,9% de moins d'élèves en difficulté. Donc, ça veut dire qu'en 2000, ce n'était pas 23,3%, c'était 28,9% qui avaient d'élèves en difficulté. Donc, bon, voilà, on aperçoit une légère amélioration, on espère que ça va continuer. Par contre, en Belgique flamande, on a une légère augmentation qui, elle non plus, n'est pas vraiment significative. Si maintenant, nous regardons au niveau de l'élite, un peu l'évolution dans ces deux communautés par rapport aux pays de l'OCDE pour lesquels nous avons des données. Donc en rouge, vous avez les pays pour lesquels il y a eu une diminution de cette
proportion et envers les pays pour lesquels il y a eu une augmentation. Et donc, vous voyez que pour la Belgique flamande, il y a eu une diminution de plus de 3% donc, de ces élèves. Donc, il y en avait avant 15 et quelques pourcents, on est passé à 12 et quelques pourcents, alors que pour la Belgique francophone, elle, nous avons une augmentation de ces élèves, une augmentation de 7,5%, qui n'est pas encore vraiment significative statistiquement, mais qui est sur le bon chemin, là aussi. Donc, il y a une légère amélioration des élèves de l'élite, quoi. Maintenant, si on regarde par contre les pourcentages d'élèves ayant redoublé au moins une fois à l'âge de 15 ans, ben là on trouve pour une fois la Belgique francophone en première position avec l'inéquité, avec un taux de redoublement de 46%, oui, j'étais en train de me demander, oui, 46%, donc c'est le plus fort taux de redoublement de tous les pays de l'OCDE. Donc voilà, la Belgique francophone recourt au redoublement de façon systématique. 46%, c'est un élève sur deux qui a redoublé avant l'âge de 15 ans. Je ne parle même pas d'ici la fin de sa scolarité, parce que je pense qu'entre 15 ans et 18 ans, vous avez encore le temps de les faire redoubler. La moyenne des pays de l'OCDE, c'est de 13%. Bon, la France est très forte aussi au niveau du redoublement, comme vous pouvez le constater. On suit de peu quand même la Belgique francophone. Hein, ça doit être, je sais pas, c'est peut-être la langue qui permet ces rapprochements. La Belgique flamande, elle aussi, a un taux de redoublement assez important, mais bon, assez moindre par rapport malgré tout à la Belgique francophone, puisque la Belgique flamande, c'est 26%, c'est quand même 20% de moins. Si on regarde maintenant le pourcentage des élèves de 15 ans qui sont dans des établissements qui pratiquent de façon assez facile le transfert d'élèves d'un établissement à l'autre. Donc ils le pratiquent pour plusieurs raisons, pour des raisons de faibles résultats de la part de leurs élèves, pour des raisons donc, de problèmes de discipline, ou alors pour des besoins pédagogiques spécifiques qu'ont ces élèves. Voilà les excuses qu'ils peuvent avoir pour décider de faire des transferts d'élèves. Donc là, ce coup-ci, donc la Belgique francophone n'est pas en première position, mais juste en deuxième. Donc médaille d'argent, ce coup-ci, avec 56% pratiquement d'élèves qui sont susceptibles d'être transférés très facilement de leur établissement. Et la Belgique flamande est guère mieux située, avec quand même 43% pratiquement des élèves qui sont dans ce type d'établissement. La moyenne de l'OCDE étant à 18%. Encore une fois, je ne vous ai pas situé, mais si vous regardez de ce côté-là, les pays pratiquant très peu de transferts, comme tout à l'heure, très peu de redoublement, vous trouviez bien entendu la Finlande, des pays qui ont de très bons résultats dans PISA, comme quoi les très bonnes performances ne sont absolument pas liées donc, à un taux de redoublement élevé. Je vous repasse la diapositive précédente, voilà, où vous voyez la Corée, qui est première dans les résultats de PISA, où vous trouvez la Finlande avec moins de 5% des élèves qui redoublent, et c'est vraiment des cas exceptionnels. Hein. Le Japon aussi qui a des très bons résultats. Enfin, vous voyez, les pays n'ont pas besoin d'utiliser le redoublement pour obtenir de bonnes performances. En Corée, ça n'existe même pas, le redoublement. Donc maintenant, je vous ai mis une petite diapositive juste pour vous montrer que PISA, ce n'est pas que des chiffres comme ça. On regarde aussi en fait différentes variables sur les élèves, sur les conséquences, par exemple, du plaisir en lecture, nous avons regardé. Donc je n'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer, donc j'en ai mis juste un. Donc le plaisir de la lecture. Donc dans PISA, donc, vous pouvez voir qu'on a regardé quelle était la différence de performance entre des élèves qui ne lisent pas du tout par plaisir quotidiennement, et des élèves qui lisent quotidiennement par plaisir 30 minutes, puis on a regardé ceux qui lisent entre 30 minutes et 1 heure, donc ça c'est ceux entre 0 à peu près 30 minutes, après 30 minutes 1 heure 2 heures, 2 heures et plus. En fait, le plus gros impact qu'on a eu au niveau du changement de performance, c'est entre les élèves qui ne lisent pas du tout et ceux qui lisent 30 minutes. Lire 30 minutes, c'est vraiment déjà augmenter ses chances de réussite et de performance de façon très importante, mais lire par plaisir. Donc, ici, vous retrouvez la Belgique flamande, avec pratiquement 70 points d'écart. Et ici, vous retrouvez donc la communauté française donc, de Belgique,
avec aussi un score très élevé, avec plus de 55 points d'écart. Donc on sait que 39 points d'écart dans PISA, c'est à peu près l'équivalent d'une année scolaire. Donc là, on est dans des résultats de pratiquement 2 années scolaires pour la partie flamande et 1 année et demie pour la partie francophone. Donc nous regardons aussi un peu l'efficience des systèmes dans PISA. Donc là, je vous ai mis un slide que je vais passer quand même assez rapidement sur le nombre d'heures cumulées d'instruction prévues pour les élèves de 7 à 14 ans dans les établissements publics. Donc en moyenne dans le CDE, c'est en tout 6774 heures. Pour la Belgique flamande, c'est 7095 heures. Et pour la Belgique francophone, c'est 7710 heures. Donc la Belgique francophone a un nombre d'heures cumulées très élevé, avec pourtant des résultats qui ne sont pas extraordinaires. Si on regarde maintenant les dépenses cumulées publiques d'éducation par élève entre l'âge de 7 et 15 ans et les performances PISA, alors là, je n'avais pas les données par région, donc je n'ai que la Belgique en tant que pays, qui se situe à peine au-dessus de la moyenne. Donc voilà, c'était juste pour indication que je vous l'ai mis. Donc elle a un système d'efficacité moyenne, d'efficience moyenne à ce niveau-là. Donc la conclusion pour la communauté française, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce qu'on vient de voir? Une qualité inférieure à la moyenne, avec une baisse des résultats dans certaines des matières, un des plus bas niveaux d'équité qu'on a pu trouver dans les pays de l'OCDE, que ce soit au niveau des élèves, que ce soit au niveau des établissements, et une faible efficacité. Donc on voit beaucoup d'élèves en échec scolaire dans cette région-là. Donc les questions qu'on peut se poser sur PISA, c'est situer à quoi répond le comparatisme international. Oui, pourquoi comparer la Belgique francophone avec le reste des pays? Ça vous donne quand même une idée pour situer les performances par rapport à celles des autres pays. Ça vous donne une idée où vous situez malgré tout. Ça permet à un pays d'apprendre des expériences des autres pays et ça permet donc d'identifier les bonnes pratiques dans les autres pays. Donc voir par exemple qu'en Finlande ou en Corée, on ne redouble pas et pourtant on a des très bons résultats. Donc nous avons 2 types de systèmes. Nous avons des systèmes de type centralisation avec d'autres systèmes de type autonomie et responsabilité. Dans les premiers, on voit qu'on donne des instructions alors que dans l'autre, c'est plutôt des pratiques de référence. Dans les premiers, des inspections ponctuelles alors que dans les autres systèmes, on a plutôt des évaluations globales. Dans le premier type de système, nous avons un chef d'établissement qui est là pour faire du management plus ou moins, alors que dans les autres, on a un leadership pédagogique qui essaye de mener à bien une équipe et d'avoir une équipe pédagogique qui fonctionne ensemble dans les établissements. Dans le premier cas, nous avons une dictature des programmes, donc un programme à suivre, c'est le cas en France, c'est le cas je pense aussi en Belgique francophone, alors que dans les autres cas, ce sont des élèves qui se retrouvent au centre du système avec des programmes qui sont allégés malgré tout, simplifiés et plus pragmatiques, et on se met au niveau des élèves. Dans le premier système, c'est une transmission des savoirs, alors que dans le deuxième type de système, c'est un développement des compétences qu'on essaie de donner à nos élèves, c'est-à-dire leur apprendre à savoir faire et à savoir être, savoir se comporter. Donc il y a 2 approches. Donc il y a le soutien interne ou concurrence. Donc il peut y avoir un soutien aux élèves pendant le temps scolaire, des leçons et devoirs faits pendant le temps scolaire, peu de concurrence entre les élèves, peu de concurrence entre les établissements et peu de privatisation, ou à l'inverse, on peut se retrouver avec une autre approche qui est un soutien à la maison par les parents et des répétiteurs, des leçons et des devoirs à faire à la maison, donc avec l'aide de parents, de répétiteurs, de grands frères ou de grandes sœurs, une forte compétition entre les élèves, une forte concurrence entre les élèves, une forte concurrence entre les établissements et une tendance à la privatisation, alors que dans le système, il y a peu de privatisation. Et malgré tout, dans ces 2 approches, on peut trouver des systèmes qui réussissent. Et donc, on trouve par exemple dans le premier type d'approche la Finlande et dans le deuxième type la Corée. Après, on
on a peut-être plus envie, quelquefois, nous, en tant qu'Européens, que nos enfants suivent un modèle finlandais qu'un système coréen. Mais bon, les deux, malgré tout, ont des très bons résultats, avec une approche complètement différente. Donc, les principaux enseignements de PISA entre 2000 et 2003-2006, qu'on a eu et qui se sont répétés d'ailleurs en 2009, c'est qu'au niveau du cadre général, il faut avoir un nombre de professeurs qualifiés, parce qu'on regardait souvent juste le nombre de professeurs et on s'apercevait que dans les établissements scolaires en difficulté, oui, le nombre de professeurs était plus important. Mais du coup, PISA est allé plus loin en demandant les qualifications de ces professeurs et on s'est rendu compte que ces professeurs étaient souvent des professeurs beaucoup plus jeunes, beaucoup moins qualifiés et avec moins d'expérience. Donc c'est le cas notamment dans les ZEP en France, où le gouvernement clamait mettre beaucoup plus de moyens et donc plus de professeurs. Mais finalement, quand on a fait le calcul des salaires de ces professeurs par rapport aux salaires des professeurs qui étaient dans un lycée normal, disons, on s'est aperçu que le gouvernement payait beaucoup moins dans ces fameuses écoles privilégiées que dans les écoles normales. Donc il faut faire attention, en effet, toujours avec les données, même avec les données, toutes les données qu'on vous donne. Voilà, il faut savoir les interpréter. Donc ce n'est pas juste des professeurs, mais c'est des professeurs qualifiés qu'il faut. Donc on s'est aperçu donc, que la plupart des pays qui réussissent, c'est avec un système d'école unique, donc pas de différenciation précoce. Et c'est avec un système d'école de maternelle de qualité. École maternelle de qualité qui permet, de toute façon, on sait que c'est dès l'école maternelle et dès le primaire qu'il faut commencer à repérer les problèmes et aider les enfants. Il ne faut pas attendre qu'ils aient 15 ans. Nous, on fait un constat à l'âge de 15 ans, c'est tout. Donc, au niveau de l'environnement d'enseignement, il faut que, pour que ça fonctionne bien dans les écoles, nous, on a regardé plusieurs variables et en effet, quand le moral des professeurs et leur engagement est élevé, les performances de l'établissement sont meilleures. Quand il y a une individualisation de l'enseignement, les performances sont elles aussi meilleures. Quand on fait une différenciation pédagogique, ça va beaucoup mieux. Et quand on fait du soutien aux élèves, les performances sont meilleures, ça semble logique. Mais même si ça semble logique, il y a beaucoup, et on est loin encore d'appliquer ça dans la plupart des pays. Au niveau de l'environnement d'apprentissage pour les élèves, le fait que les élèves puissent s'entendre de façon positive avec leurs professeurs améliore leur performance. Ça va dans les deux sens. Quand les professeurs s'entendent avec les élèves et qu'ils ont le moral et tout ça, les performances des élèves vont mieux. Quand les élèves s'entendent avec les professeurs et ont une certaine communication avec eux, leurs performances sont bien meilleures aussi. Donc il faut un bon moral et un engagement des élèves aussi. Il faut un bon climat d'apprentissage. On s'est aperçu que dans la plupart des pays de l'OCDE, le climat d'apprentissage s'était un peu détérioré. Et les pays qui réussissent, c'est des pays qui, la plupart du temps, ne pratiquent pas le redoublement. Au niveau de la gouvernance et de la gestion des établissements, dans les pays qui réussissent, on a réussi à trouver que la plupart des pays qui réussissaient avaient mis en place une autonomie, une responsabilisation des établissements. C'est-à-dire, oui, on laisse les chefs d'établissement, aux chefs des établissements une certaine autonomie pour décider des choix pédagogiques, du matériel, de la gestion de leur établissement, mais en même temps, on les responsabilise en ayant des évaluations de ces établissements, malgré tout, assez pointues, de manière à être sûr que ça ne part pas dans tous les sens quand même. Donc c'est une évaluation pour juste voir comment ça fonctionne, mais donc ça responsabilise les chefs d'établissement aussi. Et une implication des parents, car souvent les parents sont mis maintenant à la porte des écoles, les parents ne peuvent plus rentrer dans les écoles des enfants, et on s'est rendu compte que quand les parents sont impliqués dans le système d'éducation, ça marche beaucoup mieux. Donc en 2009, qu'est-ce qu'on a découvert en plus, à force de creuser nos études? Mais on s'est aperçu aussi que l'éducation, les pays qui réussissaient le plus, les pays les plus performants, étaient les pays pour lesquels l'éducation avait un haut statut social, c'est-à-dire que l'éducation était respectée dans le pays, les professeurs avaient un haut statut social et étaient respectés du reste de la population et même étaient valorisés par la population. On s'est rendu compte aussi que c'était des pays dans lesquels on donnait une chance à tous les élèves et on estimait que chaque élève pouvait avoir de bons résultats, qu'il fallait juste appliquer des méthodes peut-être différentes selon les élèves. Ce sont des pays aussi qui ont mis des objectifs clairs, transparents et qui sont internationalement comparables pour établir leur programme.
avec leurs enseignants. Et la politique à l'égard des enseignants est très efficace la plupart du temps dans ces pays. Ils ont un système de sélection des enseignants au niveau de l'enseignement supérieur en faisant un choix parmi les étudiants qui réussissent le mieux, et suivi par une formation de ces étudiants en pédagogie, et normalement un suivi de ces étudiants lors de leurs premières années. Ils ne sont pas livrés à eux-mêmes dans une classe, mais ils sont souvent sous tutorat avec d'autres professeurs avant d'être complètement lâchés. Et je pense que c'est notamment le cas en Finlande et en Corée. Même en Corée, justement, là, nous avons des similitudes. Et à Shanghai, qui a explosé tous les résultats PISA en 2009. Donc, les chefs d'établissement sont sélectionnés et spécialement formés pour leurs fonctions et disposent d'une large autonomie. Donc, on laisse une responsabilité beaucoup plus grande aux chefs d'établissement. Et il y a des évaluations donc, externes qui sont régulièrement organisées, de manière à contrôler un peu aussi cette autonomie, de quoi voir si cette autonomie marche ou pas et pouvoir donner des conseils par rapport à cette autonomie. Ce n'est pas pour sanctionner. Et la priorité est mise sur l'acquisition du langage dès la classe de maternelle. Donc c'est ce qu'a fait l'Allemagne. L'Allemagne en 2000 a eu son grand choc PISA et s'est retrouvée avec des élèves en très grande difficulté et a découvert qu'elle avait une immigration qui était avec un très faible niveau d'éducation. Et donc, une des premières réformes qu'ils ont fait a été d'instaurer des cours d'apprentissage du langage, de la langue allemande, dès la maternelle, et surtout axé pour les enfants issus de l'immigration. Donc, l'Allemagne a fortement augmenté au niveau de ses résultats, et une partie doit être le résultat de tous ces efforts qui ont été faits au niveau du pré-primaire et du primaire sur l'acquis du langage. Donc je vous remercie. Si vous voulez trouver plus d'informations, car c'était un tout petit résumé, nous avons 6 énormes volumes PISA sur plein de domaines, sur les attitudes des élèves par rapport à leurs performances, sur l'impact du niveau socio-économique sur les performances, sur l'autonomie des établissements et la gestion des établissements et les performances. Vous pouvez tout trouver de façon gratuite et tout obtenir sur le site de PISA. Donc. Je vous remercie beaucoup. On peut le trouver très facilement, le site de l'OCDE, et c'est vrai qu'il est très très bien fait, on peut facilement trouver tous les résultats antérieurs. On vous remercie beaucoup pour cet exposé très détaillé et on a bien entendu vos recommandations. Je pense qu'il y a également dans la salle des personnes du gouvernement, donc nous avons bien pris en compte de toutes ces bonnes recommandations.